Moustapha Diakhaté, bonjour. Bonjour. Monsieur Diakhaté, le littoral, quand on va dans les autres pays, tout le monde en a fait un trésor. On dit que nous avons le littoral parmi les plus beaux au monde. Nous, on se partage les terrains. 2000 m² pour celui-là, 37 000 m² pour l'autre. Cela vous inspire quoi? On ne comprend pas, on ne sait pas la valeur. Écoutez, ça m'inspire de la colère. Comme vous l'avez dit, je crois que le littoral de Dakar est l'un des plus beaux littoraux du monde. Et en tant que géographe, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai visité l'essentiel des côtes sénégalaises. La grande côte, tout comme la petite côte, y compris le Cap-Vert. Notre littoral est très beau, mais malheureusement, ça a été complètement défiguré par l'irresponsabilité des hommes, mais aussi, de mon point de vue, par le laxisme de l'État du Sénégal. On a laissé les gens faire, ce qui ne devait pas être le cas. Le littoral est un trésor, et un trésor, on le préserve, on le garde. Malheureusement, le littoral sénégalais a subi un carnage en termes d'occupation anarchique. Voilà une presqu'île où l'eau stagne parce qu'elle n'a pas un chemin pour aller à la mer. C'est déjà un scandale. Voilà une presqu'île où il y a une pollution très forte parce que l'air ne circule pas. Je crois que c'est l'un des plus grands crimes que nous avons commis pour l'environnement de Dakar. La presqu'île, il y avait d'abord un microclimat. Dakar était à la limite même une sorte de Casamance à l'ouest du Sénégal. Malheureusement, aujourd'hui, c'est à la limite scandaleux. Ça fait honte. Excusez-moi, Président. Le président Macky Sall, il n'a pas les moyens politiques d'assurer une rupture sur cette situation ou de faire évoluer les choses? Non seulement il en a les moyens, mais il en a la volonté. Je crois que vous vous souvenez, lorsque l'ancien gouvernement avait donné le terrain aux Turcs pour qu'ils construisent leur ambassade à côté de l'autre Terrobi, les populations de Dakar sont mobilisées et le président de la République a accédé à leurs demandes. Et je crois que si nous mobilisons autour de lui, avec lui, nous pouvons effectivement au moins arrêter toute nouvelle installation sur le littoral dakarois. Nous avons enlevé les Turcs, mais on voit le drapeau koweïtien. Non. Le parallélisme des formes. Là où il y avait les Turcs, il n'y aura plus d'ambassade. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est d'ici. Un peu plus loin, il y a le drapeau koweïtien. Ils ont un terrain qu'ils ont clôturé. Je sais, je connais, c'est juste à côté de la mosquée de la Divinité. Exact. Et là aussi, moi, j'insiste. Si nous menons le même combat qu'on a fait contre l'ambassade de Turquie, nous aurons la même victoire. C'est à nous d'y croire qu'effectivement, dans ce lieu-là, il n'y a pas de place pour une ambassade. C'est mon point de vue. Quand vous allez effectivement à Istanbul sur 30 km, mais c'est impensable. Enfin bon, si nous acceptons qu'on le fasse, pourquoi pas. Mais le président, il a bougé quand même. Il a renoncé à son terrain sur le domaine public maritime. Il a dit à ses partisans d'en faire autant. Pourquoi ça ne bouge pas? Écoutez, moi je ne peux pas répondre pour dire pourquoi ça ne bouge pas. Évidemment, je peux interpeller le ministre de l'Environnement pour qu'il me donne les raisons. Mais de mon point de vue, compte tenu de la complexité de la question, le seul moyen de faire triompher le défi environnemental, la bataille environnementale à Dakar, c'est la mobilisation des Dakarois. Je suis persuadé que si nous nous mobilisons, le gouvernement sera à nos côtés. Parce que c'est un combat légitime, c'est un combat noble, c'est un combat pour permettre aux Dakarois de pouvoir regarder la mer, c'est un combat pour permettre aux Dakarois de respirer l'air de la mer. C'est l'un des premiers droits de ce pays. Ça, le droit en environnement. Ça. On reviendra sur la pollution de l'air tout à l'heure, mais si nous restons dans le domaine législatif, vous savez que les Burkinabés, ils ont légiféré pour la restitution des terrains dits politiques. Pourquoi on ne ferait pas la même chose? Là, nous sommes à une renonciation volontaire, on discute que les uns et les autres font, tout le monde fait le mort. Là-bas, ils prennent des décisions, ils légifèrent et aujourd'hui, ils sont dans une action. Je parlerai même de la Côte d'Ivoire aussi, puisque la Côte d'Ivoire, quand ils sont venus nous féliciter sur l'affaire turque, parce qu'ils sont tous venus ici, quand ils sont retournés à Abidjan, ils ont rasé d'abord le Café d'Europe et tout le monde, tous ceux qui vont à Abidjan, ils voient qu'on a tout enlevé. Mais nous, c'est pas possible ou quoi? Non, je ne dis pas que c'est pas possible. D'ailleurs, cette affaire vous venez de me donner une nouvelle qui me semble intéressante
et qu'en tant que parlementaire, je serais très intéressé de pouvoir disposer de ce texte burkinabé, ce que vous appelez la récupération des terrains. La restitution des terrains dits politiques. De mon point de vue, aujourd'hui, la première urgence, c'est d'empêcher toute nouvelle construction sur le littoral. Et maintenant, regardez ce qui reste. Ce qui peut être enlevé, de mon point de vue, l'État doit le faire et payer les dommages et intérêts. Aujourd'hui, quand nous avons voulu l'autoroute à péage, on a enlevé des gens ont été déguerpis, il y a eu réparation. Ce sera la même chose avec le TER et l'autoroute Ila Touba. De mon point de vue, pour l'intérêt des populations, pour l'intérêt général des Dakaroises et des Dakarois, ce chantier doit être ouvert pour qu'on permette à l'air maritime de circuler dans la presse. Oui, je vais rebondir sur l'air. Vous le savez, dans le dernier rapport de l'OMS, nous sommes épinglés. Il est quasiment dit que Dakar, il est dangereux d'y vivre. Nous sommes à 7 points au-dessus de la limite fixée par l'OMS pour la qualité de l'air que nous respirons. Et aujourd'hui, on sait qu'une personne sur 8 meurt de cardiopathie, d'asthme ou autre, de cancer du poumon. Et tout le monde sait que aujourd'hui, on ne peut plus respirer dans beaucoup d'endroits. C'est un circuit d'enfumage dans beaucoup de rues de Dakar. Absolument. Vous savez que moi, cette information de l'OMS, je le savais déjà parce que j'ai des amis qui travaillent au niveau du centre de détection de l'air de Dakar, au niveau du ministère de l'Environnement. Je savais que l'air était extrêmement pollué. C'est pourquoi le rapport de l'OMS ne m'a pas surpris. Mais ce rapport à lui seul, de mon point de vue, est un plaidoyer pour les populations et pour le gouvernement pour faire face à ce défi. C'est-à-dire que pour l'intérêt de quelques particuliers, on ne doit pas permettre de sacrifier la santé et le bonheur. Sur les politiques publiques, en liaison avec cela, vous savez qu'à Paris, en 2020, il n'y a plus de moteur diesel. Si vous allez à Téhéran, la circulation alternée est légiférée. Vous allez à New Delhi, on dit que c'est une chambre à gaz, ils ont pris des mesures, certaines voitures ne peuvent plus y rentrer. Nous sommes, le président Macky Sall avait pris une décision politique de monter l'âge des véhicules à 8 ans au lieu de 5 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est nous qui allons financer économiquement la mutation industrielle, par exemple, sur l'Europe, parce qu'une Touareg qui ne peut plus rentrer dans Paris, parce que c'est interdit, mais elle sera vendue ici. Ça, tout le monde le sait. C'est pourquoi, évidemment, je crois qu'il n'est pas facile de revenir sur l'âge d'entrée des véhicules, mais de mon point de vue, quand même, on doit pouvoir légiférer pour fixer l'âge maximum d'un véhicule qui circule sur l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, le Sénégal est devenu un cimetière de véhicules. Des véhicules qui ont 40 ans d'âge. C'est à la limite même des tombeaux ouverts. Je crois que cela doit cesser. Et tout récemment, d'ailleurs, il y avait un conseil interministériel sur la sécurité routière. La question de l'âge des véhicules a été posée. Et je suis persuadé que sous peu, le gouvernement va faire une annonce à la matière. Parce que quand même, de mon point de vue, l'âge maximum pour un véhicule pour avoir circulé et transporter des êtres humains, ça ne doit pas dépasser 20 ans. Oui, surtout que la demande sociale qui s'est exprimée à travers le problème de la radiothérapie, les gens commencent à comprendre qu'on ne respire plus à Dakar et que c'est à l'origine de plusieurs maladies. Je crois que les Sénégalais ont attendu cela, mais vraiment la déception est quand même grande parce qu'il est facile de prendre des décisions. Prenons les Ndiagandiaï, les fumées noires qui sont ce que j'appelle le circuit d'enfumage dans les rues. Il est tellement facile de demander à la police d'arrêter toutes les voitures d'immobiliser une voiture où la fumée est apparente. On n'a pas besoin de lui demander quoi que ce soit comme papier. On l'immobilise, s'il le répare, évidemment, il reprend la circulation. Si ce n'est pas le cas, on lui interdit la circulation. Je crois que là aussi, le gouvernement doit faire un certain nombre d'efforts. Évidemment, nous, en tant que parlementaires, moi, je suis prêt à vous tendre la main, à collaborer avec vous pour que nous puissions ensemble trouver des réponses législatives par rapport à ces défis environnementaux. Maintenant, quand les réponses législatives sont trouvées, probablement le gouvernement va suivre. Mais de mon point de vue, nous devons légiférer sur l'âge des véhicules qui sont mis en circulation dans ce pays. C'est un scandale que des véhicules qui datent de Mathusalem puissent continuer à circuler au Sénégal. C'est extrêmement grave. Et chaque jour, ça entraîne des drames humains. Absolument. Des drames humains. Je ne parle même pas de la pollution, mais d'une mortalité routière inouïe qui est essentiellement due à l'âge des véhicules. Mais si nous prenons la dynamique de Benno Bokk Yakaar, Senghor, Parti socialiste, avec lui, personne n'osait toucher le littoral. Senghor, c'était la politique nationale d'architecture et d'aménagement. C'était les espaces verts.
Même les villas au niveau des Almadies, on disait que 25% seuls devaient être construits. On parlait de... Le CICES est là pour montrer l'art néo-soudanais, le parallélisme asymétrique. Vous avez dans Benno Bokk Yakaar le Parti socialiste. Ça ne les intéresse pas de défendre ce symbole, que l'un des symboles les plus forts d'ailleurs que Senghor leur ait laissé. Comment ça marche là-dedans? Je ne suis pas sûr que ça les intéresse pour la simple et bonne raison quand même que l'héritage de Senghor en matière de protection de l'environnement n'a pas été perpétué par le Parti socialiste, encore moins par Abdoulaye Wade. Je crois que ça ne les intéresse pas. Mais l'essentiel de mon point de vue, votre mission, c'est de faire le plaidoyer, nous sensibiliser, nous, acteurs politiques. Parce que vous savez, quand on est dedans, souvent on ne perçoit pas certaines choses. Le rôle d'un député, c'est d'être représentant du peuple. Vous êtes une partie du peuple. Vous devez pouvoir passer par nous pour atteindre un certain nombre d'objectifs. D'autant plus que c'est des objectifs qui correspondent à l'intérêt des Sénégalais. Un bon air à respirer, des véhicules qui ne polluent pas et qui sont en bon état de circuler. Je crois que ça, tous les Sénégalais peuvent avoir effectivement, peuvent se mobiliser pour que cet objectif soit atteint. Vous savez qu'il y a quelques mois, quand on légiférait sur le plastique, j'avais dit au ministre, franchement, il manquait d'ambition. Avec le texte qu'il nous avait présenté sur le grammage, je dis franchement, c'est insuffisant, c'est loin du défi que le Sénégal doit relever. Et là, je peux me permettre de féliciter la ministre Awa Marie Coll Seck par rapport à la loi sur le tabac, où nous sommes allés très loin, contrairement à la loi sur le plastique, qui de mon point de vue fait partie des plus grands dangers qui menacent aujourd'hui l'humanité. Et malheureusement, le projet que nous avons adopté à l'Assemblée n'était pas à la hauteur. Mais posons le problème du Sénégalais, ce qu'on appelle l'homo sénégalensis. Il est musulman, il est chrétien pour l'essentiel. Dans sa religion, on lui apprend à aller en Chine chercher le savoir ou ailleurs. Mais si vous allez au Maroc, vous savez qu'au Maroc, la ville de Rabat fait 11 km. Économiquement, la valeur littorale était telle qu'on pouvait se permettre toute démolition, toute indemnisation et tout financement de projets, avec l'assentiment même de ceux qui en sont bénéficiaires aujourd'hui. Comment il faut faire? Nous l'avons écrit au président, nous l'avons démontré devant le ministre des Finances, on a parlé d'économie, on a parlé de santé publique, on a parlé de bonne gouvernance, on a parlé de droit à un environnement sain qui est dans la Constitution aujourd'hui. Ça ne bouge pas. On ne nous écoute pas, on ne nous demande rien. On voit comme tout le monde, tel ou tel, en train de construire. Ce Sénégalais-là, il a un problème. Le Burkinabé, excusez-moi, est en train de dire... Allez au Sénégal, vous avez tout, vous avez les intelligences, c'est pas qu'ils n'en ont pas, vous avez les rapports, vous avez l'antériorité de tout. Même la ville de Tunis, je ne sais pas, je vous l'apprends, la ville de Tunis a été construite à partir des plans de Dakar. Voilà, nous on reste sur place et puis les autres avancent en nous regardant. Je suis allé en Tunisie, mais ce qui m'avait ébahi, c'est la qualité de leurs côtes. C'est des côtes préservées, quand bien même, parce qu'en fait, eux, ils avaient même une politique touristique qui attirait les touristes par leur offrir quand même le tourisme balnéaire. Mais nous, au Sénégal, de mon point de vue, il faut qu'on ait le plaidoyer. Moi, je n'ai pas encore, en tant que groupe, rencontré les acteurs qui luttent pour la préservation de l'environnement au niveau de Dakar. Et si c'était peut-être il y a quelques mois, j'aurais pu organiser une rencontre entre votre structure et le président de la commission développement qui gère les questions environnementales pour échanger, pour recevoir des informations liées aux menaces et aux solutions que vous préconisez. Merci. Nous, en tant que parlementaires, pas trop. Nous avons les moyens de faire le portage, parce que nous n'avons pas d'interdit pour accéder à des ministères ou bien pour accéder au niveau de M. le Président, pour le sensibiliser. Parce que par exemple, je vous donne l'exemple de la loi sur le tabac. Dès l'instant que nous étions installés, c'est les associations qui luttent contre le tabagisme qui nous sont rapprochées. On a fait plus de 10 ateliers avec des cohortes de députés. On a sensibilisé l'ensemble des 150 députés. C'est pourquoi quand la loi était venue à l'Assemblée, c'est passé comme lettre à la poste, malgré la résistance des lobbies du tabac. Je crois que si j'étais peut-être au courant plus tôt, on aurait dû utiliser la même formule. Pourquoi pas organiser une randonnée à pied, une visite à pied par des députés sur le littoral. Regardez par nos propres yeux, filmer, photographier, maintenant organiser des commissions, discuter avec les acteurs pour faire un rapport au gouvernement et quand le ministre de l'Environnement vient à l'Assemblée, l'interroger. Mais le faire, mais ce n'est jamais trop tard. Voilà, mais le ministre, chaque fois qu'il vient, on lui parle de la loi littorale, mais ça ne sort jamais. Une demande incessante. Dans tous les rapports où le ministre de l'Environnement était concerné, la loi sur le littoral vient. Dans tous les rapports, malheureusement,
Je crois qu'il n'a pas eu la même fermeté, peut-être la même volonté que le ministère de la Santé pour ce qui concerne la loi sur le tabac. Parce que même là-bas, le lobby pour le tabac s'était mobilisé, mais nous avons résisté et la loi a été adoptée. Bon, nous avons une grande réunion. Il y a encore des résistants du point de vue de la mise en œuvre. Au niveau de certains hôtels, il y a des gens qui résistent, mais je crois que le ministère aura véritablement le dernier mot, parce que c'est de l'intérêt général. Nous allons organiser un grand rassemblement sur la pollution de l'air. Mais maintenant, à titre personnel, vous m'avez raconté que quand vous veniez à Dakar, à quel moment la pénétration sur le Cap-Vert se faisait sentir en termes de ventilation? Moi, je venais de la région intérieure, notamment de la ville de Touba, mais quand on dépassait Khombol, quand on sortait de Khombol, on commençait à sentir un changement climatique. Bon. En tant que géographe, je sais que dans la presqu'île du Cap-Vert, il y avait un microclimat. Mais désormais, je ne le sens plus. Il y a une dégradation inégalée. C'est de 1982 à maintenant. Tout ce que le bon Dieu avait donné à la presqu'île du Cap-Vert a été détruit complètement par une mauvaise occupation de l'espace, par des voitures polluantes, par des maisons qui obstruent la circulation de l'air. Et je crois que, en tout cas, tous ceux qui sont comme moi, qui viennent de l'intérieur et qui sentaient donc cet avantage ne le sentent plus. Et d'ailleurs, l'essentiel des gens qui sont asthmatiques à Dakar, c'est lié fondamentalement à la pollution. Et je ne vous apprends rien, quand j'étais allé au niveau de Anne-Marinas pour y loger, j'avais loué une maison là-bas, mais finalement j'ai dû quitter tellement l'air était pollué. Et donc ça, c'est une catastrophe. Je crois d'ailleurs, moi, je vous encourage, en tout cas, je vous offre ma collaboration. Parce que de mon point de vue, l'un des plus grands défis que le Sénégal doit relever, c'est le défi du droit d'accès à la mer des citoyens de Dakar. Et globalement, un environnement sain. Merci Moustapha Diakhaté. C'est moi qui vous remercie.